Comment ça va, Asna? Eh bien, très très bien. Heureuse. Bah ouais, je vois, heureuse, et nous aussi on est heureux de vous recevoir. On remonte un petit peu en arrière. Vous êtes né à Casablanca en 83, Tout c'est à ça? fait. Oui. Vous arrivez en France 2009-2010, à peu près, c'est ça? Exactement. Et après, finalement, vous tombez dans le chocolat, mais presque par hasard, quoi, finalement, parce qu'à la base, c'était pas du tout ça. C'était pas ça. J'ai essayé plein d'autres métiers avant. On va dire que effectivement, j'ai un parcours de reconversion, on peut qualifier de réussi. Ouais. Et je donne toujours ce message pour encourager les gens qui veulent changer de vie et travailler et vivre de leur passion. En tout cas, ça a été mon cas. J'ai essayé plein d'autres jobs avant. J'ai travaillé dans la publicité, dans la bijouterie. J'ai même été mannequin. Vous êtes la preuve que finalement, nous, quand on parle aux stagiaires du centre de formation continue de l'Institut Paul Bocuse, c'est des gens qui souhaitent aussi changer de vie. Oui. Et vous êtes arrivé dans le chocolat et dans la pâtisserie à 30 ans, c'est ça? Exactement, j'ai eu mon diplôme à 30 ans et je peux dire que ce n'était pas suffisant, il faut travailler, il faut donner beaucoup plus, il faut s'intéresser à ce qui se passe ailleurs parce que si on compte que peut-être juste sur la formation, c'est un travail manuel, c'est un travail qui a besoin de se pratiquer davantage. La formation va donner une base, une bonne base qui est nécessaire, mais il faut aller chercher ailleurs aussi d'autres savoirs. Finalement, il n'y a pas vraiment d'âge pour s'y mettre, il faut juste être plutôt passionné, c'est ça? Mais clairement, moi j'ai eu des femmes qui avaient 50 ans et plus avec moi en formation. Il fallait du courage, il faut du courage, mais à partir du moment où on aime ce qu'on fait, je pense que ça n'a pas de prix. Alors racontez-nous un petit peu maintenant où est-ce que vous êtes, parce que vous êtes très attaché à votre terroir bordelais, n'est-ce pas? Oui, Vous n'avez ouvert que là-bas, il y a 2 boutiques à Bordeaux, une boutique à Arcachon, exactement. et vous avez voulu toujours garder cette empreinte locale dans votre évidemment ville d'origine, maintenant ville d'adoption. Oui, alors c'est une ville magnifique qui m'a donné beaucoup et à qui je veux donner beaucoup parce que j'ai eu une clientèle fidèle qui m'a énormément apporté. Disons que les premières boîtes de chocolat et les premiers écrins de chocolat que j'ai vendus ont été mes premières ambassadrices parce que les gens, je me rappelle, ils venaient, ils achetaient les boîtes juste pour me faire connaître. Donc pour donner à telle personne, pour dire voilà, venez découvrir cette femme, encouragez-la. Et ça, je l'oublierai jamais. Et donc la ville de Bordeaux m'a donné aussi autre chose, sa culture, notamment grâce au vin, que j'inclus aussi dans nos recettes ou dans des ateliers de dégustation qui apportent beaucoup au chocolat. C'est vrai que cette ville-là, elle en dit long pour vous parce que vous avez pu vous établir là-bas, développer aussi une philosophie liée au chocolat, et notamment le bean to bar. Exactement. Racontez-moi ce que ça veut dire. Alors, à titre d'anecdote, moi je ne savais pas ce terme bean to bar au début. Quand j'ai souhaité faire la formation, je pensais qu'en CAP, j'allais apprendre à travailler à partir de la fève. Et quand j'ai dit à mon professeur... quand est-ce qu'on va commencer à apprendre à travailler à partir de la fève, il me dit mais jamais, ici vous allez apprendre à travailler le chocolat. Et j'ai dit mais moi je veux apprendre à travailler à partir de la fève, c'était il y a presque 10 ans là. Et du coup il me dit mais vous pensez que le boulanger fait sa propre farine? Donc je me suis dit petit flou. Pourquoi pas quand même. Et c'est bien après que j'ai appris que le mouvement existait aux États-Unis, donc le mouvement Bean to Bar. Cela ne veut pas dire que les autres couverturiers ne travaillent pas à partir de la fève. Évidemment. C'est juste que le mouvement Bean to Bar touche surtout les petits faiseurs, les petits artisans, et c'est une philosophie derrière, c'est de se dire qu'on va essayer de travailler le plus respectueux possible pour la fève, pour garder un profil aromatique bien particulier, et surtout penser aux producteurs, ça fait partie du travail. C'est presque un travail de puriste finalement parce que on va à la racine du produit, c'est-à-dire qu'on va chercher les fèves et justement où est-ce que vous allez chercher ces fèves vous? Alors c'est là où je veux toujours mettre un peu de lumière, c'est un travail d'aller chercher les fèves, ce n'est pas le mien, c'est le travail d'un sourceur. Nous, notre job c'est de trouver la meilleure sourceuse ou le meilleur sourceur qui va nous accompagner, c'est un peu un chasseur de pépites en quelque sorte. Et chasseur de pépites qui doit être connaisseur, donc notamment ingénieur agronome qui sait quel type d'arbre, quel type de sol, comment aider les producteurs à bien améliorer leur traitement post-récolte. Et donc nous, on va s'associer, enfin en quelque sorte, on va compter sur cette personne qui va nous ramener des bonnes fèves. Et après, par la suite, si on veut ou pas, on peut aller sur place, voir et enrichir notre savoir parce que chaque pays, chaque terroir a ses propres subtilités qui sont importantes pour nous parce que quand on comprend le terroir et comment c'est travaillé, on peut le travailler. On peut le travailler mieux que c'était sur un catalogue, par exemple. Alors justement, à quoi il ressemble le chocolat d'Asna Ferreira? C'est quoi le chocolat d'Asna Ferreira? Il est vrai, sincère, honnête et, comment dirais-je, c'est pas un chocolat qui va plaire à tout le monde. Ah,
une tablette de chocolat chez nous doit avoir du caractère. On n'est pas tous pareils. Il y en a qui sont un peu plus sensibles à l'amertume que d'autres, hein. On est d'accord. Il y en a qui vont préférer des choses plus sucrées que d'autres. Moi, je dis que chez moi, si vous trouvez la tablette qui vous convient, je serai heureuse. Mais par contre, si vous dites que toutes les tablettes vous plaisent, je me dis, il y a un petit problème quelque part. Je préfère que, par exemple, si vous préférez les notes florales, j'aimerais bien vous proposer cette tablette avec une note florale bien affirmée. Vous dites, ah, celle-là, elle est vraiment le parfum que j'aime. Finalement, vous êtes bien installé à Bordeaux et l'analogie avec le vin est très importante pour vous parce qu'il y a du vin pour tout le monde, comme il y a du chocolat pour tout le monde. Ouais. Et on voit finalement, vous avez intégré cette philosophie presque œnologique pour faire du chocolat. Oui, alors, dès le départ, la question que j'ai posée à un confrère qui est déjà basé à Bordeaux, je lui ai dit, pourquoi est-ce que vous ne faites pas de ganache avec du vin ? Il me dit, ça ne marche pas. Donc je me dis, ouais, il a plus d'expérience que moi. À l'époque, je me suis dit, je lui ai donné du crédit. Quand je suis partie au Japon, la première chose que les Japonais me posaient comme question, vous venez de Bordeaux, est-ce que vous avez quelque chose avec du vin ? Et je me suis dit, oh là là, pourquoi je l'ai écouté ? J'aurais dû faire mes propres essais. Je reviens. Je commence à faire des essais et là je me dis mince, ça ne marche pas vraiment comme je veux, la ganache n'évolue pas, c'est pas une recette pâtissière, on peut la manger au bout de 2 jours maximum, elle va garder ses arômes. Le défi dans la chocolaterie, c'est de pouvoir garder la recette aussi bien au début qu'au bout de 15 jours. Hein. C'est sûr, finalement vous cherchez la stabilité dans le produit, c'est ça ? Et là, une rencontre formidable, Damien qui était le chef exécutif d'El Celar de Can Roca à Gijón, un restaurant qui était nommé premier pendant longtemps sur le classement des meilleurs restaurants. Je le rencontre au Pérou et c'était lui l'inventeur de la ganache à l'eau. D'accord. Et là, il m'explique sa vision de la ganache à l'eau. Je rentre du Pérou avec cette idée de me dire, coûte que coûte, je vais y arriver. Je contacte le château appellation Saint-Julien, Léoville-Poix-Ferré. C'était les premiers avec qui j'ai fait ce test. Ouais. Ils l'ont goûté, ils l'ont validé. Et c'est là où tout a commencé pour les ganaches au vin. Comme quoi, les plus belles choses sont souvent sous nos pieds. Il suffit juste de les regarder un peu. Mais exactement. N'est-ce pas ? Vous avez réussi avec votre mari à créer maintenant 3 boutiques. Oui. On sait que quand on se lance dans les métiers de bouche, et notamment dans la pâtisserie, dans la cuisine, avoir son lieu, c'est quand même une consécration. Quand on est stagiaire en formation continue, quand on est apprenti, quand on essaye d'apprendre justement ce métier, est-ce qu'on peut tout de suite espérer avoir une boutique ? Quelles sont les étapes justement à débloquer un petit peu mentalement pour se dire je suis prêt à avoir une boutique ? Il y a plusieurs possibilités. On est dans l'ère du numérique. Ouais. Pour commencer, si on n'a pas énormément de budget dès le départ, ce que je peux recommander, c'est de pouvoir développer un commerce à distance. Ça peut parfaitement marcher. Bien évidemment, il faut investir sur une communication adaptée et ciblée. Donc ça, c'est une option. Il peut y avoir une autre option, c'est développer, ça dépend où on est installé aussi, hein. Si on est installé à la campagne, on peut utiliser son labo comme une vitrine. Évidemment. Si on n'a pas énormément de possibilités, parce qu'effectivement avoir une boutique pignon sur rue au centre d'une ville, quand on commence et qu'on a déjà investi dans sa formation, dans un parcours professionnel où il faut encore tout prouver, oui, évidemment. C'est pas évident. Donc on peut envisager son atelier de fabrication, une sorte de comptoir où les gens peuvent faire du click and collect, et petit à petit, selon la renommée qu'on peut avoir, on peut envisager d'ouvrir une boutique par la suite, peut-être pas tout de suite au centre-ville, mais à un autre endroit qui a peut-être quand même un intérêt commerçant. Mais quoi qu'il en soit, le conseil que j'aurais à donner aux gens qui passent par la reconversion, ne passez pas par la copie systématiquement. Créer. Trouvez votre essence propre, votre personnalité et développez-la. Et surtout, il y a encore un vivier énorme en France de choses oubliées, de recettes oubliées que les gens n'ont peut-être pas eu le temps de mettre au goût du jour. Évidemment. C'est là où on peut aller puiser. Ce n'est pas dans ce qui existe déjà. Voilà. Vous produisez évidemment des chocolats délicieux. Je ne suis pas le seul à le dire. Vous avez été récompensé en 2016 par l'Award de la meilleure chocolatière, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et tablette d'or aussi, c'est ça ? Oui. Tablette d'or. Est-ce que finalement, dans un parcours aussi en plus inattendu que le vôtre, c'est important justement ces récompenses et ces consécrations ? Alors, ça l'a été, effectivement. Mais moi, sur ce concours, je ne reviendrai pas parce que j'ai mon propre avis dessus, en fin de compte. Mais oui, effectivement, la consécration, elle était importante. Le regard de l'autre sur ce que je faisais était important. Mais plus le temps passe, plus je me dis, quand tu es aligné dans ce que tu fais, dans tes choix, dans le choix de tes produits, dans ce que tu proposes à tes recettes, même dans tes emballages, pour qu'ils soient le plus propres possible,
c'est le plus important. Et quand j'ai le retour des clients, c'est encore plus important que tout le reste. Évidemment. On sent que votre parcours vous amène à avoir eu le recul nécessaire aujourd'hui pour vous détacher aussi de la récompense ou en tout cas des institutions. Quel conseil vous pourriez donner justement à quelqu'un qui va se lancer, aux stagiaires de la formation continue, à ces gens-là qui, passionnés par un travail comme le chocolat, veulent en faire leur métier? Alors, j'en aurais plusieurs. Être aligné, ne pas écouter les peurs des autres parce que ce sont leurs propres craintes. Bien sûr. Et en fin de compte, que dirais-je, je n'attendrai jamais l'approbation de quelqu'un pour que je sorte un produit. Évidemment. Si je suis certaine de ce produit et que je sais que je peux apporter quelque chose à ma clientèle à travers ça et que peut-être qu'ils accepteront cet aspect de ma personnalité dans ce produit, il faut savoir convaincre, il faut savoir expliquer aux gens pourquoi j'ai choisi cette fève au lieu de l'autre. Et moi, je pense que c'est ce qui fait la différence. Parce qu'en fin de compte, on est ici dans un salon du chocolat, on propose presque tous du chocolat ou de la pâtisserie, mais on a pourtant tous des clients parce que c'est une histoire de personnalité, d'affinité et de conviction. Merci beaucoup, Asna.